Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Carrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, député LR du Val-de-Marne et ancien président de la Commission des Finances. Alors, quand on voit les ordonnances pour flexibiliser le contrat de travail, quand on voit les 11 milliards d'euros de baisse d'impôts promises par le gouvernement en 2018, on voit bien que le début de quinquennat François Hollande et Emmanuel Macron est résolument libéral. Le chef de l'État mène la politique économique que la droite aurait rêvé de faire. Pardon, on se dit les choses, honnêtement. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments qui vont dans le bon sens. Bon, la réforme du Code du travail, quand on la regarde dans le détail, quand on regarde ces ordonnances, on retrouve beaucoup d'idées, de propositions que nous avons défendues ces dernières années, que nous avons défendues notamment dans le cadre du débat sur la loi El Khomri, qui n'allait pas suffisamment loin. Donc vous êtes satisfait, vous applaudissez. Il y a du bon. Et puis il y a du moins bon. Alors ce qui est bon, déjà ce qui est bon. Ce qui est bon, cette réforme du Code du travail. Mais vous en rêviez, la droite en rêvait, honnêtement. On en rêvait, c'est une nécessité. Attendez, la France se singularise par un chômage de masse depuis des décennies, par les pires difficultés pour les jeunes d'accéder à l'emploi. Vous étiez aux affaires, vous n'avez pas osé le faire, et lui il y arrive. Et il a fallu un temps de maturation. Vous savez, on est un vieux pays, très conservateur, et il faut que pour des réformes se fassent, il faut du temps. Et donc le temps est venu, il y a eu différentes tentatives par le passé. Vous avez raison, trop tôt à l'époque, c'est ça? En quelque sorte, oui. Et donc c'est quand même une certaine satisfaction de voir ce gouvernement, ce président, puiser son inspiration dans des propositions de notre camp. Ça vous plaît aussi les baisses d'impôts? Pour les entreprises, la baisse de l'IS jusqu'à 25%, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers à 30%, on coupe l'impôt sur la fortune en deux. Les baisses d'impôts, attention, moi je voudrais quand même souligner qu'à partir du 1er janvier 2018, il va y avoir un choc fiscal énorme, 22 milliards d'euros, plus 1,7 point de CSG sur tous les revenus d'activité, les revenus de transfert comme les retraites, les revenus de l'épargne. Jamais François Fillon voulait faire une hausse de TVA de 2 points. Jamais on a, non, pas de cette ampleur. Un point. Jamais on a eu un tel choc. Et qu'est-ce qu'on a appris pendant l'été? C'est que la contrepartie pour seulement une partie de ceux qui vont subir la hausse de CSG, c'est-à-dire les salariés du privé, en 2 fois. La contrepartie, elle se ferait en 2 fois. Donc, la pression fiscale va s'accroître en 2018. En tout cas sur les ménages. Et moi je trouve, mais sur 2018, et moi je trouve, ensemble, c'est bien 11 milliards d'euros. Puisque vous abordez ce sujet, je trouve que de plus en plus, ce début de quinquennat sur les finances publiques, il ressemble à celui de François Hollande. On va en parler. C'est-à-dire, en réalité, des augmentations d'impôts, on le verra dans l'évolution du taux des prélèvements obligatoires, et puis une impuissance totale pour réduire la dépense. Regardez. Pardon, l'augmentation du taux de prélèvement obligatoire, vous savez à quoi c'est dû? C'est lié, pardon, c'est technique, mais à l'élasticité des recettes fiscales à la croissance. C'est ce qui fait que quand la croissance revient, les impôts, les cotisations, les recettes fiscales augmentent plus vite et donc ça fait augmenter facialement. C'est lié. Attendez, c'est lié aussi à l'ultra-progressivité de notre fiscalité. Parce que quand vous avez des taux marginaux à l'impôt sur le revenu à 45%, auquel s'ajoute la CSG à 15,5%, vous avez des taux marginaux tellement importants que quand vous franchissez un niveau de revenu, il y a un effet amplificateur, multiplicateur sur l'impôt. Je trouve que vous pinaillez, vous, c'est la droite, parce que je me dis encore une fois… Non, je pinaille pas, je viens de vous dire à l'instant, la réforme du Code du travail, surtout dirigée vers les petites entreprises, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et les baisses d'impôts? Sur les baisses d'impôts… Sur l'impôt sur la fortune, les prélèvements sur le capital à 30%. Sur les baisses d'impôts, c'est vrai, je ne contesterai pas le fait que le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de l'épargne, qui a été adopté au demeurant dans tous les autres pays européens, mais souvenons-nous, il existait jusqu'en 2012. C'est par idéologie qu'a été introduit l'imposition au barème des revenus du patrimoine. Il n'était pas à ce niveau-là. Il n'était pas 30%, prélèvements sociaux inclus. Attendez, ça s'est étagé au fiscal entre 18 et 20, plus effectivement les 15 de prélèvements sociaux. Mais à l'époque, on était qu'à 13 de prélèvements sociaux. Enfin, on ne va pas entrer dans le détail. Tout ça quand même pour dire que ça va dans la bonne direction, mais nous restons à un niveau
de prélèvements importants. Et je voudrais vous parler des entreprises, parce que tout le monde s'y réjouit dans le milieu des entreprises, formidable politique. On vient d'apprendre quand même que la transformation du CICE en baisse directe de charges, il fallait faire, non seulement elle est reportée d'un an, pour des raisons fiscales et budgétaires. Mais elle est également faite sur la base de 6% et non pas de 7%. 7% le crédit d'impôt, faut être précis, pardon. 7% c'est le crédit d'impôt, 7% adossé à la masse salariale. Exactement, tous ces petits et même grands reculs, on reporte en 2 fois la baisse de cotisation salariale, alors qu'on augmente tout de suite la CSG. Le CICE, au lieu d'être à 7, il est à 6. On va voir ce qui se passe sur la programmation de la baisse de l'IS. Moi, je trouve... Il y a des loups, il y a des loups. Je trouve, il n'y a pas des loups. Les choses que je vous dis, elles sont objectives. Ce sont des décisions qui sont prises. J'attends avec impatience la présentation de la loi de finances. Nous aussi. Mais ce que je note, c'est que du fait qu'il n'y a pas d'effort sur les dépenses, parce que c'est ça le vrai sujet, il n'y a pas d'effort sur les dépenses. Vous êtes dur. Il n'y a pas écoutez... On nous parle de 16 milliards d'euros d'économie. Au lieu de 20, on ferait 16. Après, on attend de voir comment ça sera documenté, d'accord. Mais l'ambition, s'il y a une chose qui est documentée, combien y aura-t-il de baisse d'effectifs de l'État en 2018 1600. Combien 1600. Vous croyez qu'avec 1600 par rapport à 2 millions, vous croyez qu'avec 1600, on va atteindre 16 milliards d'économies? Non, mais on nous raconte des histoires. Comme vous venez de le dire, les dépenses, les économies ne sont absolument pas documentées. Et lorsqu'on lève le voile sur tel ou tel aspect, comme par exemple la masse salariale c'est essentiel, c'est 40% du total de la dépense, moins 1600, de qui se moque-t-on? Il y a un manque de courage. Après, vous êtes un homme politique, vous savez qu'il y a une contestation sociale. Non, je ne veux pas le dire. Tout ça pourrait se coaguler entre les étudiants, les cheminots, les fonctionnaires. Pour lâcher un peu de lest aussi, non? J'essaye de tenir un propos équilibré. Je vous dis, sans réserve, réforme du Code du travail, il y a du courage politique, ça a été annoncé. Le président, pour le moment, tient bon et il faut qu'il tienne bon. Moi, je m'inquiète un peu sur l'aspect finances publiques. J'ai écouté avec attention vos précédents invités. Sur la Fed. Et ce qu'ils disaient était extrêmement important, notamment à la fin. Ils ont évoqué, à côté de la Fed, qui réduit donc sa politique quantitative et qui annonce une programmation dans le temps, ça a déjà commencé, d'ailleurs depuis 2 ans, taux d'intérêt. Mais ils ont évoqué derrière la BCE. La BCE, elle est confrontée au même problème. Elle a pratiqué avec également 5 ans de décalage. Elle l'a fait avec 5 ans de décalage. Et elle a repoussé les décisions de report, notamment continuer une action d'achat de dette publique sur le marché secondaire. Mais elle va devoir, d'une certaine manière, aussi réduire la liquidité. A priori, elle ne rachètera plus d'actifs. Alors, nous devons faire attention, nous, la France. Parce qu'on n'est pas du tout dans la situation de nos collègues européens, à l'exception de l'Italie. Notre dette publique, elle atteint les 100% du PIB. Les intérêts dans le budget de l'État, ils ont baissé pendant toutes ces dernières années. Alors que la dette a doublé. Et là, exactement. Et là, ils vont recommencer d'augmenter. Hier, on a reçu... L'État français s'endette 0,5%, il n'y a pas de sujet pour l'instant. Hier, on a reçu le directeur de l'agence France Trésor. On a une agence qui gère la dette de grande qualité. Qui le gère très bien. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est d'abord la maturité moyenne, elle est finalement assez courte. Elle est inférieure à 8 ans. Oui, on est à 7 ans et quelques. Voilà, 7 et quelques. Et il nous a laissé entendre quand même qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt qui augmente. Puis il y a une autre information, pour moi très importante. Pour la première fois depuis 5 ans, on ne va pas constater d'économie sur les intérêts de la dette dans l'exécution du budget de l'État de 2017. Or, et vous le savez aussi bien que moi, si on a réussi à peu près à tenir les enveloppes de crédit depuis 5 ans, ça avait même commencé en 2011. C'est ce qu'a dit la Cour des comptes. Elle dit que la moitié de la baisse du déficit public venait des taux d'intérêt très bas. Ça venait des taux d'intérêt. Ça, c'est fini. Ouais. Donc, si vous n'avez plus cette soupape, cette marge de manœuvre, si de surcroît, vous ne faites pas un effort, zéro effort, parce que c'est zéro effort sur les effectifs, sur la masse salariale, moi, je vous prédis une dérivée de la dépense publique. Le gouvernement nous dit qu'il y aura une hausse de la dépense publique de 0,5% en 2018. Oui. Écoutez, moi, je ne les vois pas, tant que ce n'est pas documenté. Et je redis toujours la même chose, que vos auditeurs ne peuvent que bien comprendre.
L'impôt, c'est une conséquence de la dépense. Vous ne pouvez pas avoir durablement des baisses d'impôts si elles sont pas si financées. les dépenses, c'est une évidence, surtout quand vous avez 100% de dette. Oui, là, qu'est-ce qui va se passer en 2018? Les 11 milliards de baisse d'impôts dont vous me parlez, ils vont être financés par la dette. Est-ce que c'est ça? Le gouvernement nous dit 16 milliards d'euros d'économies, oui. On va attendre de voir. Mais écoutez, on attend. Je vous trop tôt, en fait. Attendez, et vous revenez la semaine prochaine. On attend. Bon, on va voir revenir le vieux rabot. Hein. Ça, j'ai pas d'illusion. La droite l'a pratiqué aussi en son temps. Mais bien sûr. Phil, on parlait rapidement de l'immobilier. J'aimerais en discuter avec vous. Des annonces sur l'immobilier, voilà, l'impôt sur la fortune immobilière, donc recentré, on sort de tout ce qui est placement financier. La fiscalité pour vous sur l'immobilier, est-ce qu'elle reste trop lourde en France? Parce que rien n'est fait en ce sens. C'est un choix délibéré de politique économique. Je comprends le président sur l'affaire l'ISF. L'ISF, la bonne solution, c'était de le supprimer, comme tout le monde l'a fait. 5 milliards d'euros. Non, ce n'est pas les 5 milliards, c'est l'idéologie, c'est le symbole. Il le garde sur l'immobilier. C'est une idée que certains d'entre nous, moi le premier d'ailleurs, j'ai eu, après tout, pour sortir de ça, gardons les apparences, on garde sur l'immobilier. Sauf que la fiscalité sur l'immobilier va être ultra pénalisante. Vous aurez en stock, sur le patrimoine lui-même, l'impôt foncier, plus l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, et en flux sur les revenus de l'immobilier, vous n'aurez pas la flat tax. Vous aurez le barème avec un taux marginal à 45 et une CSG qui passera de 15,5 à 17,2. Mais on risque gros. Parce que quand vous avez une fiscalité aussi punitive, aussi confiscatoire, les épargnants, les investisseurs, ils se posent des questions. Et le bâtiment… Donc on risque quoi alors on risque, comme en plus c'est cyclique, avec une mauvaise conjoncture, des taux d'intérêt qui remontent, moi je trouve qu'on prend des risques inutiles. Quand on risque une correction sur le marché immobilier français? Une correction à la baisse de l'offre. D'accord. Une forte correction à la baisse de l'offre. Qui irait à l'encontre de la stratégie du gouvernement, qui est de favoriser l'offre. Exactement. Donc l'immobilier en France est surtaxé selon vous? Et rien n'est fait en ce sens par le gouvernement pour réduire sa taxation? Il ne l'était pas jusqu'à présent, par différentiel avec les autres types d'investissements, mais là, il va le devenir brutalement. Alors, il y aura un temps de latence avant que les épargnants comprennent que… C'est pour ça, moi j'incite peut-être à une plus grande prudence. Je m'interroge vraiment sur le maintien des revenus fonciers immobiliers au barème de l'impôt sur le revenu. Peut-être qu'il faudrait aussi leur appliquer… Ça ne bougera pas a priori, ça. Je sais bien, mais je tire la sonnette d'alarme avec l'expérience qui est la mienne. Parce que le bâtiment, ça réagit très vite. Le bâtiment, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'activités. D'ailleurs, c'est le grand argument qu'utilisent aujourd'hui, moi je conteste un peu, les bailleurs sociaux. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? On va nous demander de compenser les baisses d'APL par des baisses de loyer. Mais dès lors, ils sont versés directement dans nos comptes, aux organismes HLM. Exactement. Alors, moi j'ai toujours estimé que le versement de milliards d'euros comme ça aux organismes HLM, c'était une véritable, en même temps, rente, et que ça leur avait permis de rester très conservateurs, parce que c'est un milieu qui est resté très conservateur. Il y aurait beaucoup à faire pour gagner en efficacité, productivité, sur la rotation du parc, sur la meilleure gestion, en tout cas financière du patrimoine. Mais là, ils vous disent, ça va venir brutalement, et nous, dès lors qu'on doit baisser les loyers pour compenser la baisse d'APL, on n'aura plus d'autofinancement, donc on ne pourra plus faire de travaux, donc répercussions sur le bâtiment. Oui. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire En même temps, pour vous montrer que j'essaie, en même temps, justement… Ça y est, ici, mais lui aussi. Non, mais pour vous montrer, j'essaie d'être équilibré. Moi, je trouve que s'attaquer à cette question des aides au logement et derrière du monde des bailleurs sociaux, c'est courageux et ça me paraît nécessaire. Donc, vous voyez, j'ai un jugement… Il y a du positif, il y a du négatif. Le négatif. Le constructif. Non, je ne veux pas employer ce mot. Parce que moi, je reste fidèle. C'est un mot tabou, ça. Non, je reste fidèle à mes valeurs. Mais mon rôle, avec l'expérience qui est la mienne, c'est de mettre en garde sur telle ou telle mesure qui pourrait vraiment déclencher des problèmes. Justement, ça tombe bien, on voyait Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles Carrez, ce choc d'offres présenté hier? Est-ce qu'il est cohérent ce plan? Est-ce qu'on va pouvoir construire plus? C'est moins cher, c'était bien l'ambition, la stratégie du gouvernement. Est-ce que les moyens pour y parvenir sont suffisants? Dans les mesures, moi j'ai retenu, mais ça a déjà été fait pour libérer du foncier, de forts abattements fiscaux, pour les vendeurs de terrain, pour les inciter. Abattement qui va jusqu'à 100%. Abattement à 100%.
J'ai Mais ça a été fait déjà, ça a été J'ai fait, non? commencé ma vie professionnelle, il y a bien longtemps, il y a 40 ans, au ministère de l'Équipement. Croyez-moi, dans les tiroirs du ministère, toutes ces idées, taxation des terrains non bâtis susceptibles d'être bâtis. Ce sont des vieilles idées qui ne marchent pas? Bon, ça marche, ça marche de façon temporaire, mais dans la durée, ça marche pas. Donc ça a déjà été fait, ça marche pas bien. Voilà, c'est du stop and go, et puis ça a toujours des effets limités, des effets à la marge. Donc ce plan, pour vous, ce plan logement, est-ce qu'il est cohérent, il n'est pas ambitieux, les moyens ne sont pas à la hauteur des... Les ambitions sont fortes, mais les moyens ne sont pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui me frappe dans le plan logement, c'est cette hyper-concentration de moyens sur les zones tendues, parce que c'est ça l'idée, on ne construit plus là où on n'en a pas besoin. C'est du bon sens, c'est du bon sens, mais en même temps, je voudrais appeler votre attention sur quelque chose dont personne ne parle. Dans notre pays, nous n'avons plus de politique d'aménagement du territoire. J'ai fait beaucoup de déplacements pendant la campagne présidentielle et j'ai constaté ce qu'est la fracture territoriale. Ouais, et tout concentré sur la région parisienne. Sachez que dans 2 ans, quand tous les tunneliers du Grand Paris Express creuseront leurs trous, quand on sera en pleine préparation des Jeux Olympiques, la région parisienne va à elle seule absorber la moitié de l'activité nationale de bâtiments et travaux publics. Moi, je pense qu'un pays complètement hypertrophié dans son centre, en termes qui accapare toutes les activités, avec des prix qui dès lors ne peuvent que monter, parce que c'est une confrontation offre-demande. Donc moi je demande à M. Mézard, il faut que nous relancions une vraie politique d'aménagement du territoire. Donc vous n'êtes pas convaincu par ce plan logement? Vous voyez... On n'a pas touché au maire, l'octroi des permis de construire au maire. Mais les propos que je tiens vont peut-être vous paraître un peu paradoxaux, parce que d'un côté, je suis interventionniste. Quand je revendique plus de rôle de l'État sur l'aménagement du territoire, je revendique des politiques publiques. Et en même temps, il nous faut des mécanismes Mais il est un peu libéral interventionniste, Emmanuel Macron. Moi, je crois qu'il est, il est les deux. Ça dépend des sujets. Bon. Ça dépend des sujets. Il faudra qu'on vous revoie une fois que le projet de budget aura été présenté. Bien volontiers, parce que là on pourra regarder dans le détail les dépenses et les économies. On regardera ça ensemble dans le détail. Voilà. Merci à vous, Gilles Carrez, c'est un plaisir. Député LR du Val-de-Marne, ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci et bonne journée.